Bonsoir à toutes et à tous et re-bienvenue dans Odyssée. Ça faisait longtemps, je sais, mais on est censé faire une émission toutes les 2 semaines pour vous parler de spatial sur les ondes de Radio GMT. Alors, on est toujours dans la saison 1, épisode 11, et j'ai vérifié, c'est bien ça. Comme d'habitude, on va ouvrir cette émission par notre magnifique générique et on présentera l'équipe juste après. À tout de suite. Et nous revoici donc après le générique. Vous êtes bien sur Radio GMT avec l'émission Odyssée. Avec nous ce soir, la petite équipe, les forces vives de l'équipe, j'ai envie de dire. Le grand Maxime, bonjour. Bonjour Simon, bonjour Thomas, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et pour nous aussi. Et enfin, bien sûr, l'immensissime Thomas. Bonsoir et merci. Bonsoir à Maxime, bonsoir à Simon, bonsoir à Thomas. Et puis une bonne émission à ceux qui nous écoutent. Et qui fait toujours des entrées fracassantes. Et bien sûr, je serai là encore une fois pour vous embêter comme toujours, le bon vieux Simon. On va pas changer encore une fois les manières qu'on a de faire, c'est-à-dire qu'on va commencer par une partie consacrée à certaines actualités spatiales de ces dernières semaines. Et je vais directement lancer Maxime sur une actu où il va nous parler d'un truc dont on a un peu l'habitude de parler dernièrement. C'est quoi le sujet ? Le sujet, aujourd'hui, on va encore parler de Persévérance. Persévérance, enfin, vous savez, le rover qui s'est posé sur Mars récemment, peut-être que vous en avez entendu parler. Enfin, on va pas directement parler de Persévérance, enfin, un petit peu, mais pas vraiment, puisqu'en fait, en réalité, on va parler de Ingenuity. Ingenuity, qui n'est d'autre que le petit hélicoptère euh, créé par le Jet Propulsion Laboratory, le JPL, pour la NASA, et qui se trouvait caché sous le rover Perseverance lors de son envol. Eh bien, figurez-vous que ce petit hélicoptère, ce drone hélicoptère, vient de se poser sur Mars. Il a été libéré de son étreinte, de l'étreinte du rover Perseverance pour pouvoir délicatement se libérer et se poser. On en a déjà parlé pendant les émissions précédentes. Ingenuity, donc c'est rover, ce petit rover, ce petit drone hélicoptère qui n'a pas vraiment de but scientifique. C'est purement un démonstrateur de technologie. Donc la finalité, c'est de savoir si on peut voler sur Mars. C'est pas un très très gros objet, hein, puisque il fait seulement un petit kilo 8 sur Terre. Euh, et comparaison une fois sur Mars avec, vous savez, la gravité est différente, etc. Il fait seulement 680 grammes. Donc, en gros, globalement, sur Terre, il faut vous imaginer 2 bouteilles d'eau côte à côte dans votre main. Voilà, c'est à peu près le poids du rover. Et figurez-vous que très très bientôt, exactement le 12 avril, 4h54 du matin, heure française, ce petit hélico prendra son envol sur la planète rouge. Ce sera la première fois qu'on fera voler un hélicoptère, ce qui s'apparente à un hélicoptère, sur la planète rouge. Ce vol devrait durer normalement entre 20 à 30 secondes et atteindre une altitude de 3 mètres. Euh, c'est quand même c'est exceptionnel. Enfin, moi, j'ai très très hâte et ça va être absolument splendide. On a pu voir déjà quelques images de Ingenuity posées à terre une fois que Perseverance s'est éloigné du petit drone. Des images absolument très, comment on dit, poupi, c'est ça? Très très poupi. Pipou. Pipou, poupi, est-ce que Oui, c'est pas pareil? Pipou, c'est Pipou. Non, ce n'est pas pareil, mais on rentrera pas dans le débat. Mais par contre, tu as dit un truc, c'est que on essaiera de le faire voler. Parce Mais qu'on oui, n'est comme, même pas sûr qu'il puisse réellement décoller ou être stable, etc. En fait, c'est un peu la question du truc.
Exactement, comme je vous l'ai précisé, c'est ce qu'on appelle un démonstrateur de technologie. Le but, c'est de voir si on peut le faire. Puisque ici, en fait, la difficulté, c'est que, déjà sur Mars, la gravité est plus faible et en prime, l'atmosphère est plus fine. Donc en fait, globalement, ça change tout, enfin en termes de comment, de physique et compagnie, on a besoin de différents matériaux, de différentes tailles et finalement, en fait, ce qui s'avère être, un hélicoptère télécommandé, globalement, sur terre, que vous avez sûrement déjà offert à vos enfants, un jour ou que vous avez déjà vu, utilisé, par quelqu'un et ben, en fait, ça s'avère beaucoup plus compliqué à faire pour une utilisation sur Mars. Parce que ce petit drone, il est globalement assez simple, hein, puisqu'il est composé d'une antenne sur le dessus, avec en dessous, vous trouvez des petits panneaux solaires, puisque oui, il marche à l'énergie solaire. Il est composé de 4 pales, donc 2 rotors différents, avec une batterie qui est rechargée par des panneaux solaires. Un petit boîtier, on va dire plus ou moins, carré, heu, qui ressemble plus ou moins à un cube, qui est donc le cerveau, du drone puisque, c'est un drone, intelligent. Des capteurs, une caméra et 4 jambes. C'est simple et efficace. Le but, voir si ça vole. Ouais, et puis, enfin, je crois qu'il peut potentiellement, il pourrait avoir un but scientifique entre guillemets si jamais tout fonctionnait comme prévu. Ce serait, si j'ai bien compris, de pouvoir faire un petit peu du repérage pour le chemin de Percy, pour les intimes, de Persévérance. Si jamais, encore une fois, voilà, c'est les caractéristiques annoncées fonctionnent bien, c'est-à-dire des vols de 90 secondes. Je crois que c'est ça le pire, c'est qu'il a 90 secondes de vol d'autonomie, ce qui est en soi sur Terre ridicule, mais sur Mars c'est toute une autre histoire, mais qu'après il pourrait s'élever à une certaine hauteur et faire une sorte de petit panorama de ce qu'il y a autour de Persévérance, et que ça permettrait aux ingénieurs au sol de pouvoir mieux préparer la route entre guillemets de Persévérance à l'avance, si j'ai bien compris, mais je dis peut-être des conneries en disant ça. Non, 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 Simon, tu as raison, c'est exactement ça. Heu, Autant, comme je vous l'ai dit, le but, c'est de voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, la meilleure des choses, ce serait ensuite de l'utiliser, full potentiel, comme j'ai envie de vous dire, puisque, on a mis une caméra à bord et le but, c'est effectivement de faire, on va dire, une sorte de cartographie, hein, de la route, autour de Persévérance, et voir quel chemin il pourrait emprunter, faciliter le travail de tout le monde. Et puis après, 90 secondes pour, un petit objet, comme ça, c'est c'est quand même pas négligeable dans le sens où, d'après ce que j'ai lu, il monte quand même à une vitesse de 1 mètre par seconde. Je pense qu'on a quand même un potentiel pour atteindre une altitude, assez intéressante, pour travailler et ouais. Est-ce que tu sais d'ailleurs ce que c'est l'altitude max? Moi je me rappelle plus, j'ai envie de dire 100 mètres de haut, mais je sais pas du tout si c'est ça, je sais plus. Je Comme ça, je peux pas te dire, je pourrais regarder, vite fait et vous update, Oui, oui, là-dessus si vous voulez. si tu veux faire, bon Heu, bref. Mais et là, il n'a pas encore fini toutes ces. Là, il est déposé au sol, donc sur Mars. D'ailleurs, bon, tu voulais pas en parler, mais il y a quand même eu un petit selfie entre Perseverance et Ingenuity. Et moi, personnellement, ça ne sert à rien, mais je trouve que c'est quand même drôle. Mais je crois que là, du coup, son but, c'est déjà de survivre aux nuits martiennes et de réussir à réguler sa température interne, entre guillemets. Parce que sur Mars, il peut faire très très froid la nuit. Et après, voir si donc le 12 avril, il pourrait décoller, quoi. Mais, alors euh, a mais bon, ce que. priori, a priori ces phases de test, de résistance à la température sont ont déjà été passées, puisque très, très Ah, récemment, on a passé une nouvelle étape qui est, le déverrouillage, des rotors, donc de Ingenuity puisque les rotors sont, on va dire, scellés, pour le transport. ok, vas-y, tu voulais intervenir Thomas, ouais. Non, mais ce qui est assez drôle, c'est que, on en parle, en fait, depuis tout à l'heure comme si c'était vraiment une petite chose qu'on avait déposée sur place, alors ce qui est pas complètement incompatible, mais on parle de petites jambes, de petites ailes, de s'acclimater à la température ambiante et c'est vrai que c'est un petit peu ça aussi, c'est pour que les auditeurs comprennent bien. On est vraiment sur quelque chose, une avancée, un test, mais comme disait Maxime tout à l'heure, c'est un peu poupi, c'est un peu pipou, c'est mignon. On est sur du matériel, voilà, qui est amené
à faire plein de belles images, à produire aussi pas mal de rêves et d'avancées. Et moi, je trouve ça beau, je trouve. Et puis même, ça se ressent dans la manière dont vous en parlez. Voilà, je veux juste rebondir Ouais, c'est là-dessus. sûr. Alors après, par contre, ce qu'on dit, c'est un petit truc, etc., pour rebondir sur ce que tu dis, mais mine de rien, je crois que c'est plus de 150 millions de dollars d'investissement pour ce petit drone hélicoptère. Donc, c'est là aussi où on se rend compte à quel point le spatial, ça peut être démesuré quand tu veux avoir des petits... vous voyez pas, mais bien sûr, je fais des guillemets avec mes doigts, mais des petites avancées comme ça coûte quand même énormément d'argent et Ah, mais ça a été des c'est réflexions de dingue pour en arriver là, quoi. Qu'est-ce qui ne c'est coûte pas cher dans le le, spatial? Ah non, c'est c'est sûr, le non, mais c'est cas. voilà. Ouais, c'est le canari le plus cher de l'histoire, hein. Ah Après, à oui. savoir si ce sera un canari qui vole haut ou un dodo qui décolle Ça pas se du trouve, ça ne sol. fera rien du tout, hein, mais bon. Mais d'ailleurs, depuis tout à l'heure, j'y pense, en fait. On en parle, nous, comme ça va être, on verra, etc. Mais en fait, vous, les auditeurs qui nous écoutez actuellement, logiquement, si tout s'est bien passé, vous savez ce qu'il en est. Parce que nous, pour encore vous donner un peu de contexte, comme à chaque émission, nous enregistrons actuellement le vendredi 9 avril. Et vous, l'émission sera diffusée le mardi 13 avril. Donc, Attends, Simon. Est-ce oui. que tu es en train de dire que les auditeurs vivent dans le futur? Exactement. Par rapport à nous, là, les gens qui nous écoutent, Maxime, sont dans le futur. Et Non. les Mais ce qui gens est qui drôle, nous c'est que écoutent possiblement savent déjà si Ah ce dont on parle va réussir ou échouer ou ne pas avoir lieu. attends, C'est ça qui est donc dingue. je peux peut-être. ouais, mec, Attends, tu mais ça veut donnes. dire que si je leur donne mon numéro de téléphone, là, ils peuvent m'appeler, Ils peuvent t'appeler dans Oui, 5 mais minutes. Enfin, Ouais. pas avant alors, mardi. mon numéro, donc Non, c'est non, le non, non, tu t'étais, tu t'étais. 48. Ah, Mais merde. ce qui est ouf, c'est que tu donnes tellement de détails à nos auditeurs. Et genre, par exemple, on peut leur dire qu'il est actuellement 20h46, que j'ai bien mangé ce soir et que. Voilà, tu Mais vois, est-ce qu'ils en ont vraiment quelque chose à faire de ça? Je suis pas sûr en fait. Mais non, parce que pas pour toi, forcément. pour eux, c'est le passé. C'est vrai. Pour nous, c'est le Pour eux, futur. c'est le passé. Non Ouais. mais les Donc, gars, donc vous, on fera auditeurs, une êtes quand émission de même métaphysique beaucoup plus plus tard. important pour nous que nous le sommes pour vous. Et d'ailleurs, on va même, Exactement. pour enfin finir là-dessus, mais on va même anticiper un peu ce futur. Je vais dire bonjour à l'auditeur qui nous écoute au réveil. Je vais dire bon appétit à celui qui nous écoute pendant sa graille. Et puis une bonne soirée à celui qui va pas tarder à se coucher. Voilà. Exactement. Bonne route éventuellement, tout ce que vous voulez. Et Mais pour, vas-y. j'aimerais juste conclure, si c'est possible, Ah bah bien pour sûr, bien mon sûr. actu, sur une Bien petite sûr. anecdote. J'ai une petite anecdote pour vous, très chers auditeurs et très chers compagnons chroniqueurs. Est-ce que vous saviez que sur Ingenuity, ce petit drone dont on parle depuis tout à l'heure, se trouve un bout de la toile qui a équipé le premier avion qui a volé sur Terre? Ah oui, si, oui, des frères Wright, ouais. J'en avais entendu parler. Absolument, Ouais, mais absolument. Eh bien, Voilà, donc, je ne le savais pas et ça égaye ma soirée. Voilà, donc je t'en remercie. splendide. mais c'est vraiment donc c'est quelque chose. Ça fait partie de l'avion qui a volé. C'est pas genre une pièce d'un atelier ou autre. Ce bout de Non, non, tissu a volé sur l'avion. c'est un bout oui, ce qui a volé, c'est un bout de fabric, comme on dit, euh, qui a été récupéré de la toile qui composait l'avion des frères Wright et Donc, qui est aujourd'hui attaché sous les panneaux solaires du drone. Il est enroulé Ouais. autour d'un petit câble et voilà. Est-ce que c'est pas Ça, c'est beau? un donc, truc, ouais, c'est c'est un stylé. truc que j'adore dans le spatial aussi, ça. Ouais. Il y a un gars donc de chez Mais JPL qui a sorti son couteau suisse, qui est allé voir un truc, une pièce antique d'un musée, qui a dit toi, t'es à moi. je Non, pense mais qu'ils en bon. avaient déjà puisqu'ils ont fait la même chose sur Apollo 11. Ouais, C'est mais vrai. ce qui est très fort, et puis ça, on en parlera peut-être dans un dossier ou autre, bon déjà entre nous c'est sûr, mais la symbolique qui est liée au spatial sur plein de sujets, je trouve ça très fort, il y a des histoires Ah, incroyables, à la fois Mais tristes ouais, et très heureuses, mais c'est ce ça, genre on de aime bien la petits, symbolique. pour tous les gamers qui sont avec nous ce soir, c'est tous ces petits easter eggs là qui se cachent un peu partout dans les histoires du spatial, et c'est ça qui fait rêver aussi. ouais, ouais. Et puis quand tu commences à comprendre tout l'impact que peut avoir ce genre de petits détails, entre guillemets, ben, c'est là où ça prend tout son sens. Mais bon, merci beaucoup pour cette anecdote, je l'avais vu De passer, mais je rien. l'avais pas relevé, c'est vrai. Écoute, mon cher Thomas, je crois que je vais te passer la parole parce que tu voulais nous dire quelques mots d'une prochaine mission à venir. Eh bien, oui, c'est pas impossible. Alors, pour tous ceux qui auront un petit peu suivi l'actualité spatiale, vous en aurez certainement entendu parler depuis le temps. Notre cher et grand astronaute français, qui n'est autre que moi-même, non, je déconne, qui n'est autre que Thomas Pesquet, 43 ans, va bientôt décoller à bord de la Crew 2 Dragon de SpaceX. Voilà, j'aurais tenté en anglais. Non, mais plus sérieusement, donc ce décollage vers la Station spatiale internationale est donc prévu pour le 22 avril prochain.
Alors, comme vous le savez, tout ce qui est lancement pour le spatial et tout ça est sujet aussi aux aléas du jour même. Donc on a une date, mais voilà, toujours à retenir que le 22 avril, l'heure sera bien sûr précisée et ça peut être décalé. Mais en tout cas, le 22 avril, le décollage aura lieu, depuis Cap Canaveral en Floride, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et Thomas Pesquet aura le grand honneur de représenter la France en tant que commandant de mission, commandant de bord, ce qui n'est pas rien. C'est même un insigne honneur. Et alors, je reprends une citation de Thomas Pesquet, que j'ai trouvée dans Les Échos, qui a dit: «J'ai la chance d'être le premier Français aux commandes d'un véhicule spatial. C'est grâce à l'histoire, à la place de la France et de l'Europe dans les vols habités. C'est une reconnaissance pour tout le monde.» Alors moi, je trouve que c'est une phrase qui est très parlante et lourde de sens et qui fait plaisir, qui régale. Mais il ne faut pas oublier que les missions spatiales sont des missions internationales et que donc à son bord, avec notre ami Pesquet, il y aura 3 astronautes. Les Américains Megan McArthur et Shane Kimbrough, j'espère que je ne me suis pas raté, et le Japonais Akihiko Oshide. Voilà. Et donc, pendant son second séjour dans l'ISS, eh bien, Thomas pourra travailler notamment sur le vieillissement du cerveau, sur la santé et aussi sur plein d'autres expériences passionnantes que je vous invite à suivre sur ses réseaux sociaux à lui. Voilà, les amis. Ouais, c'est une expérience éducative aussi. Je crois qu'il y a des projets éducatifs autour de Complètement. ce petit blob, ouais. Et puis, comme tu Et l'as dit, donc il sera capitaine de la capsule, mais aussi commandant de bord de l'ISS pendant la moitié de sa mission. Pendant la deuxième moitié de sa mission, du coup. Pendant 3 mois, ça veut dire que ça va être bon, le chef. On dit chef, mais en soi, c'est pas symbolique parce qu'il y a quand même des responsabilités dans l'ISS, mais voilà, ça sera le référent, disons, de l'ISS pendant 3 mois, quoi. ouais, petite parenthèse sur le blob, c'est que moi je me tâte prochainement à en acheter un pour l'élever dans l'amour, la joie et l'allégresse, et peut-être aussi pour voir ce qui peut grailler. Voilà. Je suis assez chaud pour une garde partagée. Écoutez, Écoute, on sera 3, je pense. vendu. Non, mais c'est une expérience par contre que tout le monde peut réellement faire. Ça coûte, Ah ouais, tu disais Thomas, je crois une trentaine d'euros, quelque chose comme ça ça. coûte 20. Alors je crois que c'est 29,90 sur le site, tout Ouais, simplement. Adopte un blob. Et en Adopte un fait, blob. ils te fournissent toujours tout le plus. matos. Non, mais ils te fournissent tout le matos, c'est-à-dire que tu as de quoi lui donner à graille en quantité normale. Mhm. Euh, T'as 2 souches de blob au cas où je crois il y en a une qui se passe pas bien. T'as une boîte de pétri, enfin t'as vraiment tout le Ouais, nécessaire ouais. pour travailler ton blob. Et il faut savoir que c'est un truc, c'est pas comme Bubule le poisson rouge que tous les parents vont devoir escamper au fond des chiottes au bout de 6 C'est un mois. truc qui peut vivre longtemps, ouais. Alors ça peut vivre longtemps, mais ça peut aussi se mettre dans une espèce d'hibernation structurelle de je sais pas quoi. Et en gros, Ah oui, c'est vrai. le machin cesse un peu de vivre pendant un temps et tu leur fous allez, une claque derrière la tête, un petit coup de binouse et il repart quoi. Ouais, comme les tardigrades, ouais. Ouais, ouais. Exactement, il est ouais, Non, plus mais efficace que ta grand-mère. c'est vraiment intéressant comme expérience. C'est drôle qu'il l'ait embarqué jusque dans l'ISS pour tester ça, mais mine de rien, ça a quand même des. On pense à chaque fois que parfois ils font des trucs qui sont inutiles, mais pas du tout, vraiment pas du tout. Déjà, s'ils font ça, c'est que ils savent que ça pourra avoir des répercussions au niveau scientifique, mais aussi, comme on le disait, éducative, parce que ça fait partie de, je ne sais plus combien, je crois il va gérer 4 ou 5 projets éducatifs, j'ai plus envie de dire de bêtises. Ouais, je crois que c'est 4 ou 5. J'ai envie de dire 4, Mooncoin mais j'ai pas besoin de Challenge, conneries. AstroPie, Blob, et il y Pour en le a un coup, ou deux autres. l'expérience Blob est à ma connaissance une expérience purement éducative, Ouais, Oui, qui n'a complètement, pas mais de, c'est ouais. qui n'a pas de résultats scientifiques souhaités et qui est plutôt une initiative du CNES d'ailleurs, hein, parce ouais, qu'il faut Ouais. le absolument, noter, ouais. puisque pour défendre un peu le bout de gras, l'ESA a un petit peu récupéré le bébé, hein, et du coup qui est une expérience éducative du CNES Mm. et toutes les écoles primaires, secondaires, toutes les classes qui le souhaitent sont amenées à participer à l'expérience d'ailleurs. Ouais, C'est bah pour ça comme. que je vais en commander un, voilà. Ouais, non, mais même pour rebondir là-dessus, sur le site du CNES, dans
le portail éducation jeunesse, vous retrouverez d'autres expériences. Donc il y a Astropy qui est une expérience Astropy, une expérience d'informatique plutôt, Mooncamp Challenge, et j'en oublie, je sais qu'il y en a d'autres, je suis désolé pour tous les collègues, mais voilà, il y a des initiatives qui sont quand même très intéressantes aussi de ce point de vue-là. Écoute, je sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses, Thomas ? Non, Thomas a assez parlé de Thomas. Et j'espère que quand il sera dans l'ISS, Thomas parlera de Thomas. Voilà. Ouais, mais il parlera de lui-même, à mon avis. Peut-être pas de toi. Malheureusement. Elle était très très bien celle-là, bravo. Merci beaucoup. Non, mais je vais conclure là-dessus du coup, ça me semble pas mal. Bah écoutez, moi je vais me prêter un exercice qu'on n'avait pas fait depuis quelques émissions, je crois, qui pourrait s'apparenter à une mitraillette d'actu, disons, si on veut le faire bien. C'est-à-dire, je vais vous balancer des actus sans trop les développer, des petites choses à savoir qui sont quand même, mine de rien, assez intéressantes. On va commencer par le grand retour, en tout cas je l'espère, de la fusée européenne Vega, dont le prochain vol est pour le moment planifié au 20 avril, très tôt le matin pour nous en France métropolitaine, et qui enverra le satellite Pléiade Neo 3 et le satellite SSMS numéro 2. Et donc après son malheureux échec du 17 novembre dernier, qui aura coûté la vie au satellite français Taranis et au satellite espagnol Ceosat Ingenio. Bon, je sais, je vais vous le demander, mais je sais qu'on croise tous les doigts pour que ça marche. Et en tout cas, moi je suis très heureux que ça revienne, parce que mine de rien, c'est quand même un retour rapide sur le marché, j'ai envie de dire. Mais j'espère que ça se fera dans de bonnes conditions, quoi. Donc bon, voilà, si vous avez une petite réaction, je vois que Maxime a une pensée émue pour Taranis et bien sûr aussi Ceosat Ingenio. Mais voilà, quoi, c'est pas rien. C'est une petite fusée, certes, mais c'est pas rien. Bah, c'est clair que c'est quand même important dans le sens où Vega fait tout simplement partie de la flotte, on va dire, si je peux appeler ça comme ça, de la flotte spatiale européenne. C'est une force qu'a l'Europe, hein, et c'est important de pouvoir la garder et de montrer qu'on est capable de la garder et que ça s'arrête pas sur un échec, et que ça continue, hein, tout simplement, puisqu'il y a d'autres il y a d'autres projets à soutenir, et je pense que Vega va tirer du pétrin, peut-être un petit peu dans le futur. Surtout qu'il y a une nouvelle version de Vega qui devra arriver prochainement, qui sera la Vega C, un peu plus puissante. Donc c'est sûr que symboliquement parlant, encore une fois, que ce retour de Vega première du nom, j'ai envie de dire, se passe bien, ce serait quand même encourageant pour la suite, quoi. Mais bon, pour l'instant, vous avez l'information. Dans le spatial, c'est toujours amené à changer au dernier moment, mais il y a un vol qui est planifié, pour le 20 avril, et on croisera les doigts très très fort. Personnellement, peut-être dans mon sommeil quand même, parce que je crois que c'est à 3h53 du matin, donc faut pas pousser, mais bon, voilà, vous avez l'info, vous pourrez suivre ça un peu sur les internets. Seconde actu que vous avez peut-être vu passer, même si c'est un petit peu anecdotique, j'ai envie de dire, c'est la NASA qui a réalisé un test de splashdown, donc c'est-à-dire d'amérissage, disons, de sa capsule Orion le 6 avril dernier, donc d'une capsule de test qu'ils ont en gros largué de 2 à 3 mètres, je crois, dans une piscine, pour voir si elle rebondissait bien et si elle flottait bien. Juste voilà, donc il y avait des images, vous pourrez trouver des images de la capsule Orion, bien sûr de test, pas la vraie qui va partir dans l'espace. Donc la capsule, je le rappelle quand même, qui emmènera des missions habitées du programme Artemis vers la Lune, et qui donc à terme, comme les missions Apollo, se poseront en mer. Et donc ils ont testé ça, et vous avez des images d'une capsule qui pèse je sais plus combien de tonnes, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je l'ai pas noté, mais je crois que c'est quelque chose comme 6 tonnes ou plus que ça, qui fait un gros splash dans l'eau et qui rebondit, quoi. Et donc pour l'instant, d'après les résultats qu'on a eus, c'est une réussite, et j'ai envie de dire que c'est quand même rassurant pour l'équipage des premières missions Artemis, qui doivent être quand même un petit peu flippés, j'ai envie de le dire, mais voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de rebondir là-dessus, donc je vais enchaîner rapidement. Une des dernières actus que j'avais notées, que j'ai pas beaucoup vu passer, c'est que là, le 10 avril, donc pour les auditeurs, ça sera encore une fois passé, sera réalisé le dernier survol de la Terre par la sonde spatiale Bepi Colombo, donc qui est une sonde européenne et japonaise, avant son grand départ pour la planète Mercure, qui sera normalement, elle arrivera en orbite de Mercure en 2025 et début de mission pour 2026. Donc c'est une sonde qu'on a lancée en 2018 avec une fusée Ariane 5, et qui en gros,
le but, c'est pas d'envoyer directement vers Mercure en ligne droite et elle s'écrase dessus. Il faut qu'elle fasse tout un chemin, elle est passée autour de Vénus pour utiliser la gravité des astres pour aller sur la bonne trajectoire. Et donc là, elle passe une dernière fois autour de la Terre, donc ce 10 avril 2021, et se dirigera après pour sa destination finale, qui sera la planète la plus proche de notre étoile, donc Mercure. Vous les gars, déjà, est-ce que vous aviez suivi un petit peu tout ce qui était lancement, promotion, etc. de Bepi Colombo ou pas du tout? Alors moi, c'est vrai que je l'avais suivi parce que j'avais lu un article, mais c'était il y a un petit moment sur parce que tu résumais un peu le résumé de tout ça. Après, non, j'étais pas trop au courant des dernières avancées, j'avoue. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant et c'est bien de se tenir un peu au courant aussi des missions qui sont moins mises en avant, on va dire, par les médias sociaux mainstream. Et de ton côté, Maxime? Moi, pour ma part, alors moi, c'est vrai que j'en ai entendu parler il y a un moment. Je m'y étais vaguement intéressé puisque bah, le fait que ce soit une mission qui aille sur Mercure, c'est pas forcément commun. Enfin, qui aille pas sur Mercure, mais qui aille autour de Mercure, vous m'aurez compris. C'est pas commun. Moi, j'avais trouvé ça vraiment cool. Euh, mais après, c'est vrai que j'avais un peu lâché. C'est vrai que c'est un des inconvénients du spatial, enfin, à mon avis, c'est que parfois, il y a des missions qui ça prennent du temps, il se passe pas forcément grand-chose tout le temps, et du coup, on perd un peu de vue certaines missions qui sont pourtant absolument splendides et super intéressantes. Donc non, et je te remercie de nous rappeler l'existence de cette bonne vieille mission Bepi Colombo. Bah, c'est un peu l'occasion de lui faire un dernier au revoir par la pensée, bien sûr, parce qu'on ne pourra pas la voir, mais voilà. Et puis, comme tu le disais, c'est vrai que Mercure, c'est pourtant une planète qui est relativement proche de nous, encore une fois, relativement, et qu'on ne connaît que très peu. C'est une des planètes du système solaire qu'on connaît le moins bien. Et donc, voilà, ça pourra être. Ça pourra amener de grandes avancées. Et enfin, donc, dernière petite actu, parce que je vois qu'il nous reste un petit peu de temps, mais rapidement, on prend des nouvelles de notre future pépite, j'ai envie de dire, le James Webb Space Telescope, qui a enfin, dont on a enfin réussi à plier et à impacter, j'ai envie de dire, avec succès le bouclier solaire de ce télescope, parce que c'est pas rien, c'est un bouclier qui fait la taille d'un terrain de tennis, mine de rien, avec des composants très très à la fois fragile, à la fois extrêmement cher, extrêmement sophistiqué, etc. Donc il fallait pas faire n'importe quoi, il fallait être sûr que quand il va se déployer une fois dans l'espace, eh ben, il faut que ça marche. Donc on sait que le James Webb Space Telescope a connu énormément de retard, de rallonges budgétaires, etc. Mais selon moi, en tout cas d'un avis très personnel, ça en vaut le coup parce que ça va quand même être un bijou de technologie, ça va pouvoir nous apporter des trucs incroyables. Mais voilà, c'était une petite nouvelle annoncée par la NASA il y a quelques jours qui me rassure un petit peu, mine de rien quand même, parce que je suis un poil flippé, mais voilà, on en sait un peu plus et on se rapproche petit à petit de l'envoi de ce télescope à Kourou d'ailleurs, parce qu'il sera envoyé avec une fusée Ariane 5, magnifique mission pour une Ariane 5 d'ailleurs, et puis on attendra d'en savoir un peu plus sur son départ qui, je crois, de tête, mais je dis peut-être des bêtises, est prévu pour octobre 2021. Alors, sujet à glissement bien sûr comme d'habitude, mais bon, je pense qu'ils peuvent être encore dans les temps. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je sais pas si vous voulez rebondir rapidement les gars, ou sinon on continue. Ouais, on peut embrayer Allez. sur la suite. Eh bien écoutez, comme d'hab, on est en milieu d'émission, on se fait une pause, et cette fois on ne déroge pas à la règle, ça va être une pause Golden Record. Je vais m'y coller sur le nom, je prends pas trop de risques parce que c'est quand même un compositeur connu, mais je vais dire son nom dans la langue originelle en essayant de ne pas trop l'écorcher. Donc nous allons passer un morceau qui a été emmené avec les sons de Voyager au sein du Golden Record, une musique de Johann Sebastian Bach, donc Jean-Sébastien Bach pour les bons François. Cette piste s'appelle Gavotte en rondo, issue de la partita numéro 3 en mi majeur pour violon, interprétée par Arthur Grumio. C'est bon, j'ai pas écorché le seul nom français de la liste. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se la passe, on se l'écoute tranquillement, style musique classique, et on en débriefe très rapidement, puis on enchaîne sur la suite de l'émission.
Et nous revoici donc après cette piste du Golden Record qui, je suis sûr, aurait ravi notre compère national Alexandre Astier, qui a même dédié tout un spectacle à ce grand monsieur. Donc voilà, vous, qu'est-ce que... Bon, c'est un peu plus classique, très vulgairement dit, mais c'est un peu plus attendu, j'ai envie de dire, mais selon moi, ça reste quand même une piste représentative et très belle. Un one-man band, juste un violoniste qui se joue d'une piste écrite par Jean-Sébastien Bach, JSB, ouais, je voulais dire JBS, mais non, c'est pas ça. Donc vous, qu'est-ce que vous avez ressenti à cette écoute? Vas-y, Thomas. Non, merci. Je suis désolé parce qu'en fait, je pensais que tu allais parler, du coup j'ai désactivé mon micro, mais tu l'as fait en même temps, donc j'ai voulu te laisser la place, et voilà. Bah ouais, mais en fait, c'est moi qui vais te Désolé, laisser la place, donc vas-y. voilà, désolé Simon pour ce blanc. Ah, allez-y. Non, mais moi personnellement, j'aime bien la musique classique. Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vais mettre naturellement forcément chez moi quand je fais mon ménage ou même quand je bosse, mais c'est quelque chose que je prends toujours beaucoup de plaisir à écouter. Et là notamment, c'est vrai que c'est un morceau, je trouve, qui reflète bien l'art de la musique classique et qui s'écoute sans problème. Ça glisse dans l'oreille. Voilà. C'est très Ouais, très. c'est relativement alors simple, encore une fois, je n'utilise pas ce mot en musique de manière Non, péjorative, mais oui. par rapport à d'autres musiques classiques, des symphonies ou autres où c'est très dense, là c'est vachement épuré quoi. Et bon. Et toi Maxime? M- Moi, je vais aller un petit peu plus loin. Je suis absolument d'accord avec Thomas. Moi, la musique classique, c'est bizarrement un genre auquel je suis assez peu sensible, euh, globalement. Dans le sens où j'aime bien ça, je trouve ça agréable, mais je vais pas aller en écouter de moi-même. En revanche, ce morceau, spécifiquement, celui-là, joué de cette manière, ça évoque genre, vraiment beaucoup de choses pour moi. Je trouve que ça fait vraiment résonner le spatial en moi, plus qu'un autre morceau presque du Golden Record, sauf peut-être Long Was the Night Oui. de Blind Willie Johnson. Mais parce que je pense que si jamais vous n'êtes pas au courant, donc vous savez, Carl Sagan a eu, vous savez, le grand pardon, astronome américain décédé en 96, euh, a eu un TV show de vulgarisation sur le spatial dans les années 80. Et dans la bande son qui accompagnait donc cette série documentaire figurait c'était ce morceau, exactement celui-là, pour une raison simple, c'est que Carl Sagan a travaillé sur le Golden Record. Euh, et moi, cette série, il y a eu beaucoup d'influence sur moi et sur ma passion sur le spatial, comme a pu l'avoir Carl Sagan. Et ce morceau en particulier, vraiment sonne vraiment doux aussi à mes oreilles. Il y a un côté nostalgie aussi de chez toi quoi, qui Ah, fait. ouais, complètement. Et je l'associe vraiment très très bien à au son de Voyageur. Vraiment, plus qu'un autre morceau. Je le comprends, je le comprends. Bah écoutez, voilà, c'était notre petite pause de Golden Record avec toujours quelques petites anecdotes en plus. On a décidé, en deuxième partie d'émission, de s'intéresser à un sujet à la fois d'actualité et très lié au spatial et à ce qu'en connaisse d'ailleurs le grand public, c'est la sélection et la formation des astronautes, avec l'actualité. Bon, je pense que la plupart des gens l'auront vu passer, qui est que l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, a lancé une campagne de recrutement de ces futurs astronautes qui a commencé ce 31 mars et qui finira mi-mai. Et donc voilà, en quoi ça consiste vraiment, combien de personnes vont être sélectionnées, etc. On va parler de ça, de la sélection jusqu'à la formation des astronautes. Donc vous les gars, forcément vous avez vu passer la chose. Première question, est-ce que vous allez candidater? Alors, oui mais non. C'est-à-dire que Alors, développe. alors, oui, oui mais non. Non, je déconne. Oui, en fait, j'aimerais beaucoup candidater, mais parce que j'ai ouvert le lien, j'ai commencé à remplir un peu des petites infos et tout. Mais en fait, ça me paraît tellement surréaliste au sens où pour moi, c'est quelque chose c'est un rêve de gosse, c'est un rêve d'adulte.
Mais je vois pas comment, humainement, réalistiquement parlant, et avec un peu de pragmatisme, je pourrais être retenu ou même quoi que ce soit. Et en fait, du coup, j'arrive pas à y croire. Et comme c'est un peu long, j'arrive pas à aller jusqu'au bout. C'est pas un manque de Ouais. motivation ou un manque de détermination. C'est juste que quand déjà, j'arrive pas à me faire embaucher dans une boulangerie pour vendre des baguettes, euh, j'arrive pas à croire que je peux être retenu comme astronaute. Et c'est juste ça qui me fait que quand je vois le parcours, par exemple, d'un autre célèbre Thomas, je me dis, c'est pas moi, avec mon parcours, qui vais faire ça. Et du coup, j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Bah écoute, faut quand même croire en ses rêves comme disent beaucoup de gens, hein, mais bon, encore une fois, on reviendra. Il y a des prérequis, mais je vais laisser juste Maxime répondre à cette question avant, mais on reviendra sur ces prérequis, ouais, qui demande. Non, non, non. Moi, je ne compte pas candidater. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit, D'accord. figure-toi. Pourquoi d'ailleurs? Euh, Explique-nous un peu. Pourquoi? Parce que je sais pas. C'est Bizarrement, pas, c'est enfin, pas ce que tu as envie de faire dans le spatial, c'est pas quelque non, chose qui t'intéresse dans non. l'absolu. T'as jamais rêvé Oh, petit de devenir astronaute? non, bizarrement passionné par le spatial, j'ai absolument jamais rêvé d'être astronaute. Non, mais c'est drôle, hein, c'est pour ça que c'est pas mal. Et par contre, l'astronaute, la figure de l'astronaute me fait rêver. Je trouve que son job est super cool. Autant prendre sa place, non. C'est c'est pas mon c'est pas mon credo, tout simplement. Poser tes fesses dans une fusée avec un ticket qui peut éventuellement être uniquement un ticket aller, c'est pas quelque chose qui te C'est botte? même c'est même pas une question de risque ou de quoi que ce soit, hein. Non, non, c'est juste que je me vois pas astronaute. C'est pas mon Je pense que astronaute, c'est vraiment un métier de passion. C'est un métier vraiment de vocation, comme il en existe peu. Et tout simplement, c'est pas la mienne. Je, je préfère, vous voyez, je préfère à 100% soutenir mon coloc Hugo, qui est doctorant à l'ISAE et qui lui postule pour être astronaute européen. D'accord. Je préfère être à 100% derrière lui que candidater, puisque c'est pas mon truc. Oui, puis communiquer sur les actions de ces astronautes-là, parce que c'est un peu notre métier à tous, en fait, à tous les trois. Donc, Complètement. et puis ça me fait rebondir sur les Ah non. prérequis. Bah, t'as une formation pour, disons. Oui, mais c'est pas mon métier, malheureusement. Non, mais moi non plus, c'est pas mon métier pour actuellement, tout de suite, dans l'immédiat. Ça l'a été, fut un temps, mais j'espère que ça Non, le mais sera plus tard. je Mais suis juste très cynique, mais c'est pour en venir à ça. C'est juste, voilà, dire, il faut comprendre, en fait, que dire on croit en ses rêves, on veut faire plein de choses, tu vois, autant je comprends tout à fait ton point de vue, Max, là-dessus. Mon point de vue, c'est juste ça, c'est de me dire, bah, il y a des mecs qui ont des pédigrés monstrueux qui vont candidater. Moi, je suis là, bon, j'ai un niveau d'études, ok, très bien, j'ai fait des trucs, ok, super. Mais je n'arrive même pas à trouver un emploi fixe, en fait, dans une branche qui n'est même pas la mienne. Donc je me dis, c'est mort, enfin, jamais ils me feront décoller. le contexte actuel, c'est sûr que c'est pas forcément le même à la fois pour les astronautes et pour les gens lambda, j'ai envie de dire. Mais bon, après, il y a un point aussi, c'est que c'est pas forcément les gens avec les pédigrés sur le papier, les CV, disons, les plus extraordinaires qui vont être pris, parce qu'on y reviendra après. Je vais juste vous donner les prérequis, mais je suppose que vous les connaissez aussi hein, pour partie. Il y a des tests qui sont très diversifiés, qui peuvent voir quelqu'un avec deux doctorats, une tête de classe incroyable, ne pas passer le premier test hein, ou le deuxième test, tu vois. Donc bon, ça ne veut pas Bah, tout dire, mais en partant du principe qu'il peut avoir une mauvaise vue déjà. déjà, mais il y a plein de choses. Alors, oui, voilà, on peut commencer donc dans Alors, les prérequis. Il ouais, faut juste une question, avoir, est-ce qu'il y a vas-y, une capacité, le foie, le foie, ça, Il enfin, il faut il avoir un faut, bon choix. il faut avoir ouais. oui, mais un bon foie. Attends. Précisons pour Thomas, ça veut dire un foie sain. Ça veut pas Ah dire un ok, foie qui tient bon l'alcool. j'ai Voilà. bien C'est fait ça de pas aller le. jusqu'au bout. Bah oui, bah voilà. Faut quand Ah même le ouais, dire. non. Voilà, Mais bon, on va revenir. parce Ouais, que non, pour pour Vas-y, moi, en moi, vas-y. Bretagne, un bon foie, c'est pas ça, hein. ouais, Oui, non, mais voilà. voilà, mais arrêtez-vous là. C'est bon, Non, mais c'est bon. Ok. tu vois, il y a trois types de personnes pour que les auditeurs comprennent. C'est qu'on a notre cher Maxime qui tourne à l'eau, on a notre cher Simon qui Euh, tourne au thé dans sa robe de chambre, et je me suis envoyé ma deuxième bière depuis que l'émission a commencé. Je tiens à dire que Maxime a du sang breton. À partir de ce moment-là, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'eau qu'il y a beaucoup d'eau dans son corps. Ouais, Bref, on il n'est y a pas là du pour beurre de discuter de ça. micelle. Et du cidre, et beaucoup de cidre. Bon, Et du chouchen. Bref, donc il nous faut, pour pouvoir candidater et respecter les prérequis, après il y a forcément des gens qui vont passer avec des écarts à la règle, j'ai envie de dire. Il faut un master. Ça, nous, on est plutôt bon, mais un master dans un domaine scientifique
ce qui veut dire que ça passe plus pour nous. En tout cas, sciences dures, ça ne Attends, passe attends, plus. attends, 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 Sciences dures, attends, sciences dures, sciences dures. attends. C'est bon? Je viens de recevoir Vas-y. mon diplôme. Sur mon diplôme, il est marqué le diplôme de master des sciences, technologies, santé, arts, lettres, sciences humaines et société. Ça passe, non? Non, t'es une Ouais, science molle, mec. T'es peut-être que 100% tu mou peux. comme science. Il y a sciences, technologies, santé au tout début. Ça passe, Tu non? peux mettre ton doigt sur. Tu peux me garder sciences technologie et cacher le reste. Peut-être que ça passera, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Non, 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 c'est pas Donc, ma vocation. master dans un domaine scientifique ou un diplôme de médecine. Et ce que je ne sais pas, c'est parce que la NASA l'accepte, et je ne sais plus si Thomas Pesquet a été pris sur ça, mais un certain nombre d'années d'expérience et un diplôme dans le milieu de l'aviation, civile et ou militaire, peut remplacer ces deux prérequis précédents. Mais je sais que Thomas Pesquet avait un diplôme d'études d'ingénieur, donc un niveau master. Je ne sais pas ce qui a prévalu, mais bon. Voilà, il y a déjà ça. Il faut aussi 3 ans d'expérience professionnelle dans un secteur possiblement qui justifierait un lien avec le spatial. Avoir 50 ans maximum, mais on sait qu'en général, ils sélectionnent des personnes beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire environ 30-35 ans. 40, déjà, ça commence à devenir un peu rare, mais ça existe. Parler parfaitement l'anglais, bien entendu, c'est l'Agence spatiale européenne. Être bon nageur et avoir quelque chose qui est un peu moins connu d'ailleurs, le permis de conduire. Et pas pour le permis de conduire de voiture, hein, pas de capsule, pas de bateau. Non, juste pour pouvoir être mobile à terre, comme ils le disent sur le site de l'ESA. Et quelques atouts qui sont de poids, c'est la maîtrise d'une seconde langue, enfin d'une deuxième langue, voire troisième si vous n'êtes pas anglophone de base, et avec une grosse préférence pour le russe, parce que de toute façon vous allez devoir l'apprendre plus tard, on y reviendra, et aussi un sens du travail d'équipe et une expérience, disons, du danger. Voilà, ça paraît classique, mais c'est un petit peu normal pour un astronaute. Donc déjà, voilà, il y a peut-être d'autres choses, je ne sais pas si vous avez d'autres prérequis auxquels vous pensez ou Ouais. que vous connaissez. Alors du coup, pour ma candidature en rapport avec le diplôme sciences molles, mais sciences quand même, pilotage, ouais, 2 mois étalé. J'ai piloté pas mal d'avions en papier. Ouais, c'est cool, Euh, ça vaut le coup, hein. Après, pour ce qui est du permis, je travaille mon code en ce moment. Une expérience auprès du danger. Je suis déjà allé dormir chez Simon. Je pense qu'en termes de danger, ça se pose là. Euh, Non, je pense que Écoute, c'est mort. candidate, on te le dit encore une Je, fois, mais bon. je pense que c'est mort. Non, mais après, voilà, ça n'écarte en rien, bien sûr. Ils peuvent prendre des profils qui sont hors de ces cadres-là, mais s'ils donnent ces prérequis, c'est aussi pour permettre aux gens de se faire une idée de si ça vaut le coup, s'ils ont vraiment leur chance, etc. Mais tout le monde, je rappelle que sur la sélection précédente, qui datait, mine de rien, de 11 ou 13 ans, je sais plus, c'était quoi? C'était 2008. Ouais, c'est ça, donc 2008, donc ça fait 13 ans, où a été justement sélectionné Thomas Pesquet. Ils avaient reçu 8000 candidatures pour en sélectionner 6 à la fin et un septième plus tard pour d'autres raisons, mais 6 en gros sur 8000. Donc voilà, on a peut-être connu les sélections en post-bac, même au lycée, etc. Là, c'est quand même un autre niveau, quoi. Donc bon. Après ça, je sais pas si Maxime, tu voulais rajouter quelque chose sur la question, vas-y. Ouais, tu parles de 8000 candidatures pour la première sélection. Il faut noter que c'est quand même 8000 candidatures pour, il me semble, combien? 6 ou 7 astronautes sélectionnés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y en a eu 6 dans un premier temps et il y en a eu un septième Et un quelques septième. années plus tard. Il- Moi j'ai commencé à lancer les paris avec un de mes colocs. Lui dit qu'il doute qu'il y ait plus de candidatures que pendant la première campagne. Non, il y en Moi, aura pour possiblement moins. moi, mais je sais Bah, pas en fait, pourquoi, moi ils je ont suis annoncé persuadé pour qu'il y en aura l'instant, plus. bah, ils ont annoncé leur volonté, disons, c'est d'en sélectionner entre 4 et 6. Oui, Donc les 6 serait le maximum. c'est là que je voulais en venir. C'est que on est sur une candidature, enfin on est sur une campagne de recrutement qui me semble faire quand même grand bruit. Ah oui. Dans un contexte où le spatial reprend un petit peu du poil de la bête, où on a quand même des missions de longue durée, de longue distance, dans un futur plus ou moins proche, qui vendent quand même du rêve, mais avec un nombre de postes disponibles plus réduit par rapport à la campagne précédente. Euh, Enfin, pour moi, quasiment persuadé qu'il y aura plus de 8000 candidatures.
Ah, alors déjà, je pense très honnêtement, et même eux le disent ouvertement, qu'il y aura plus de candidatures qu'avant. Mais toi, tu penses qu'ils en sélectionneraient en fait plus que 6 au final? C'est ça que tu dis? Mais il me semblait avoir entendu que ils en sélectionneraient, pour moi c'était 4 déjà. Pour moi c'était Ouais. encore plus réduit, c'était 4. Euh, mais il y aurait une réserve. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez entendu, il va y avoir une réserve de volontaires, entre guillemets, comme dans l'armée, avec comment on appelle, Non, les réservistes, tout les simplement, ouais. réservistes. Voilà, merci. Mais je Euh, crois, alors si j'ai bien compris la chose, c'est qu'en fait, ceux qui vont être sélectionnés là vont participer à. Enfin, vont devenir une sorte de réserve des astronautes de la génération de Thomas Pesquet qui seront encore en activité. C'est un peu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Peut-être que je me trompe, peut-être que tu as raison, non, mais moi, non, c'est non, plus non, comme ça non, que je l'ai non, perçu. parce que moi j'ai lu que les astronautes de cette sélection seront amenés à faire minimum 2 missions. Ok. Et Ok, que, et que peut-être, hein. du coup l'âge jouait puisqu'ils ne voulaient pas des astronautes trop âgés. Oui. Trop âgés. Forcément. Et un autre point d'ailleurs qu'on n'a pas encore abordé, alors déjà bien sûr, il y a des grosses questions de parité, donc de tout type, hein, de genre bien sûr, mais aussi d'origine des pays européens, d'origine ethnique éventuelle, etc. Donc ils veulent avoir une promotion qui respecte la parité sous le plus de sens possible, mais chose exceptionnelle, qui n'a jamais été le cas pour l'instant dans le monde, c'est qu'ils veulent essayer, alors ils ne sont pas encore sûrs d'y arriver, mais à sélectionner au moins une personne qui soit en situation de handicap physique pour créer, enfin pour en gros former le premier parastronaute, comme ils l'ont appelé eux-mêmes, et voir comment à l'avenir pourrait être envisagé des voyages spatiaux avec une personne en situation de handicap physique. Donc principalement ils l'ont déjà annoncé, ils s'intéressent, enfin ils visent des personnes qui ont un handicap des membres inférieurs, qui seraient quand même beaucoup plus compatibles que des membres supérieurs ou autres. C'est une première, ils l'ont annoncé très officiellement et c'est une volonté forte qu'ils ont. Et je trouve ça à la fois très intéressant, mais ça me paraît très nébuleux sur comment tu peux vraiment adapter tout l'environnement spatial à une personne en situation de handicap, même si, en fait, bizarrement, tu te dis qu'une fois qu'une personne, imaginons qu'il soit paralysé des jambes, est arrivée dans l'ISS, eh bien en fait, elle redevient presque elle est presque dans les mêmes conditions qu'une personne qui est ce qu'on appelle valide parce qu'en fait bah, tu flottes donc c'est tu vois moi quand j'ai vu ça j'étais en mode ça va être compliqué mais en fait c'est vraiment pas si con que ça quoi. Vous en pensez quoi de cette volonté? Moi, je pense que déjà, c'est une idée, géniale pour l'intégration, pour le développement, pour l'ouverture du spatial aux tous. Ça devrait être une base et c'est bien que ça soit, fait comme ça et je pense que ce sera très intéressant aussi parce on sait qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont menées sur le corps humain, sur la santé, sur les muscles, sur les os, avec, la pesanteur et tout ça et je pense que du coup, ça peut ouvrir vraiment un champ des possibles très intéressant sur, ces études-là et heu et heu et heu et voilà. Heu, Ouais, moi, alors j'en avais entendu parler aussi, cette histoire de parité homme-femme et de mise en avant des personnes en situation de handicap. Moi, je trouve ça intéressant, mais je peux pas m'empêcher de penser aux limites que ça a quand même. Euh, dans le Forcément ça va sens, poser plein de questions de dans le sens vas-y où vas-y. les astronautes ont quand même un entraînement physique assez important. Je veux dire, il y a certaines situations qui requièrent, je pense, un- bah, tout simplement une pleine possession de ses moyens, hein, enfin, euh, et même dans l'espace où toi, Simon, tu dis que finalement, c'est comme s'il retrouvait, on va dire, Pas complètement j'en suis pas conscient hein, mais complètement, mais ça peut lever des barrières disons. oui, ça peut lever des barrières complètement. Et puis, ça peut être quand même. Enfin, c'est sûr que l'espace et cette situation d'apesanteur offrent des possibilités extraordinaires pour les personnes en situation de handicap. Autant sur l'étude d'un handicap, sur des nouvelles manières de fonctionner, sur des nouvelles technologies qu'on pourrait adapter pour leur faciliter la vie sur Terre, etc. Et où en effet,
par exemple, un astronaute en situation de handicap euh, serait un cobaye extraordinaire, puisque les astronautes, qui soient en situation de handicap ou non, sont aussi des cobayes Ah bah oui, pour la complètement, ouais. science là-haut dans l'ISS. Et c'est sûr que c'est une opportunité géniale. Cependant, techniquement parlant, c'est quand même compliqué. Je veux dire, Mm. un astronaute, on va dire, qui n'a pas de sensation dans les jambes, pour une raison ou pour une autre, et qui se retrouve, je ne sais pas, coincé dans l'ISS, il va, qui va se coincer un membre dans l'ISS, il va mettre un petit peu plus de temps peut-être à le remarquer qu'un Ouais, astronaute ouais. valide. Ça Non, mais c'est pose, sûr, c'est sûr. c'est ces petites aspérités, vous voyez, qui, moi, me font un peu tiquer sur l'aspect pratique. Mais sur la théorie, De je toute trouve façon, ça je pense absolument que génial. leur but aussi, c'est pas nécessairement d'arriver jusqu'à l'opérationnel, c'est-à-dire de mettre une personne en situation de handicap dans une fusée pour partir dans l'ISS, mais c'est aussi de pouvoir travailler avec elle ou lui sur comment ils pourraient faire à l'avenir, comment ils pourraient adapter aussi des métiers du spatial aux personnes en situation de handicap. Et pour revenir sur un point qu'abordait Thomas aussi, je pense que c'est un gros point aussi symbolique, en plus de tout le côté vraiment dans les actions réelles de la chose, il y a aussi un côté symbolique, comme tu disais Thomas, d'inclusion de toutes les personnes, parce que mine de rien, des personnes en situation de handicap, il y en a énormément en France, en Europe et dans le monde, et voilà, de pouvoir leur permettre encore une fois de leur fermer le moins de portes possible, même si ça pose plein de questions, et je suis d'accord avec toi aussi Maxime. Mais bon, je sais pas si tu voulais redire quelque chose dessus Thomas, ou parce qu'on n'a pas abordé, on peut passer, parce qu'il y a aussi des tests Je pense quand que même relativement ouais, draconiens après. mais on pourrait aborder le sujet sous des milliers d'angles possibles. C'est vrai que c'est compliqué, comme disait Maxime. Il va y avoir besoin d'adaptation et de mûre réflexion. Il y a pas mal de tests à passer, il y a pas mal de choses à envisager, mais je maintiens que je pense que c'est un effort nécessaire, et déjà pour l'intégration, mais aussi parce qu'il y a plein de choses que l'espace nous apporte sur plein d'expériences différentes, et sans parler d'expérience, je pense que ça peut être une vraie avancée médicale sur le traitement physique ou psychologique de certains Ouais, handicaps. je suis d'accord aussi. Enfin bon, donc là, concernant cette campagne de l'ESA, qui a commencé donc le 31 mars, vous pouvez postuler jusqu'à mi-mai, jusqu'au 18 mai je crois, j'ai plus la date en face des yeux, Ouais, mais je crois c'est que le c'est ça. 18. Et après, donc la sélection finale sera annoncée. En tout cas, on le pense parce que à chaque fois, ça peut être repoussé pour X ou Y raison, mais en octobre 2022, euh, 2022, c'est ça ou 2021, j'ai un doute. 2022. Faut noter les dates hein, quand on dit juste comme ça. Octobre 2022, c'est bien ça, je l'avais noté. Et après commencera une phase de test un peu plus draconien, j'ai envie de dire, qui pourrait amener. Tous ces tests-là sont éliminatoires. Donc un test cognitif, un test technique, un test de personnalité, des tests de psychométrie. Alors là, c'est en gros psychologie, intelligence, réflexion, etc. Des tests médicaux, puis des entretiens, dont le dernier se passera avec le directeur de l'ESA. Et c'est pas rien quand on se rappelle, encore une fois, je précise que tous ces tests sont éliminatoires. Donc voilà, les gars, ils ont passé, enfin les gars et les filles d'ailleurs, ont passé 1 an et demi de sélection, ils ont été pris, enfin on leur a dit, vous allez passer les tests, et après on peut encore leur dire, presque du jour au lendemain, allez ciao quoi. Donc mine de rien, faut avoir un mental d'acier à la fois pour être astronaute, mais aussi pour vivre cette sélection-là quoi. Je sais pas si vous, qu'est-ce que ça vous évoque, ce parcours du combattant? Moi, globalement, je pense que l'étape qui me ferait le plus baliser, c'est quand même l'entretien devant Joseph H. Barrer, quoi. Ah ouais, carrément. Je sais pas, il fait peur un peu, non? Non mais certes, mais je pense qu'il y a des tests qui, à la fois déjà physiquement, mais peut-être aussi mentalement, sont plus durs que ça quand même, non? Ah non, 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 pas du tout, parce que moi, je sais que de toute façon, les tests physiques, je les aurais pas, tu vois. Je vais les échouer, c'est sûr. Euh, les tests psychologiques, en revanche, j'ai quand même un mental d'acier, mais je sais que je les aurais pas non plus. Donc tu vois, là, je pars sur une base où connais je connais le futur presque. En revanche, me retrouver en face de Joseph H. Barrer, ah, ouh. Non, mais outre ces conneries, c'est vrai que c'est quand même très procédurier. Il y a beaucoup d'étapes, Mm. beaucoup d'opportunités d'échecs,
beaucoup d'opportunités de succès aussi, évidemment, mais ça doit être une pression énorme pour les candidats de savoir que bah, tout simplement sur un échec, sur un refus, la candidature peut tomber à l'eau alors qu'il y a Ouais. encore plein d'étapes. Je veux dire, la première étape pour passer pour la candidature, c'est un test médical Mm. Ouais. euh, C'est là que pour moi, qui c'est dit, mort. qui dit si, tout simplement, c'est un médecin qui dit vous êtes apte ou non à candidater, suivant des critères Mm. spécifiques, qui ne sont pas des critères très importants. Hein, c'est la vue, c'est tout ça. Et encore, je crois que la vue, ça compte pas tant que ça, puisque les Non. astronautes sont autorisés à avoir des lunettes. Alors oui, mais à Et un certain degré, en fait. Il y a oui, des oui, bien limites, sûr, mais bon, voilà, c'est bien sûr, tu peux porter des lunettes, ouais. mais voilà, admettons quelqu'un qui a les capacités physiques, qui a le curriculum, qui a tout ce qu'il faut, échoue parce que, j'en sais rien moi, un truc à la con, mais parce qu'il a les pieds plats. Tu vois. Enfin, je Ah sais oui. pas si c'est vraiment Je sais pas si c'est un critère, mais oui, un oui, critère, mais c'est vous un voyez ce que exemple je veux comme dire? un autre, quoi. Ouais, ouais. Ça doit être quand même frustrant. Ah bah oui, mais mec, il y a des trucs. J'ai vu, si par exemple, alors ça, je sais pas si l'ESA le prend aussi en compte, mais la NASA, c'est sûr, si tu as eu un calcul rénal dans ta vie, même si tu es astronaute Oh non, déjà, c'est terminé. Terminé. voilà, c'est compliqué C'est... ça, hein. C'est dur. Mais voilà, il y a des choses, et puis Thomas Pesquet en parlait aussi, comme il le dit dans pas mal de ses interviews, la santé, tu la contrôles pas. T'essayes d'avoir une vie saine, mais la santé, t'es quelques problèmes que ce soit, c'est terminé. Et puis, c'est à raison aussi, parce qu'on va pas envoyer quelqu'un dans l'ISS sur la Lune ou éventuellement sur Mars s'il a des problèmes de santé potentiels qui peuvent être graves et qui peuvent mettre en péril à la fois sa vie, mais aussi celle de son équipage. Enfin, en fait, c'est comme tu le dis, c'est draconien, c'est extrêmement difficile et dur par moments, mais bah, c'est mine de rien, c'est nécessaire, quoi. Et c'est là où on revient sur ce qu'on disait avec Thomas tout à l'heure, c'est que parfois il y a des gens qui peuvent avoir le curriculum parfait et échouer sur des trucs. Bah, on prend l'exemple encore tout bête, hein, mais du pied plat ou pas la bonne vue, pas la bonne taille aussi, parce qu'il y a quand même des. Si tu fais 2m10, c'est pas possible, je suis désolé de te le dire. Si tu fais 1m50 ou même 1,49 par exemple, je crois pas que ce soit possible non plus. Enfin, il y a des trucs très. Comment dire je perds mes mots, mais très techniques, bêtes et méchants, mais c'est important, quoi, parce qu'on parle de combinaisons standardisées, on parle de plein de choses comme ça, quoi. Donc bon, moi, juste une petite référence pour ceux qui sont intéressés et qui veulent lire un livre très accessible, j'ai envie de dire, parce que c'est une bande dessinée, et je ne dénigre en rien la bande dessinée, j'adore ça. Une bande dessinée qui s'appelle Dans la combinaison de Thomas Pesquet, attends, je prends la référence pour pas dire de bêtises, par Marion Montaigne aux éditions d'Argo, qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui retrace la formation, la sélection de Thomas Pesquet pour devenir astronaute, qui a été écrit en partenariat justement avec notre astronaute national, qui est très bien fait, très drôle et qui met en image un peu tout ce dont on parle là depuis déjà un petit moment et qui montre à quel point ça peut être dur et à quel point Thomas Pesquet est exceptionnel sur beaucoup de points, hein, mais Merci. vraiment oui, j'ai dit Thomas Pesquet, pas Thomas Charpenay, hein, mais bon, hein, voilà. Mais Ouh, ça voilà, balance les noms de famille. oui, mais de toute façon, Pardon. les noms de famille sont déjà sur les posts réseaux sociaux, etc. Donc j'en ai Ah plus bon? rien à faire. Ouais. Oui, oui, mon cher monsieur, parce que si tu t'appelles par ton vrai nom de famille sur les réseaux sociaux, je te tag. Hein. Je sais pas si tu l'as vu. Mais bon, Bah non, moi c'est pas le cas. Hmm, c'est vrai, autant c'est pour pas moi. vrai. C'est bref. Mais voilà, si vous voulez vous y référer, il y a ce livre-là qui est très intéressant. Et Et puis après, il y a plein j'aimerais Vas-y. rebondir sur un autre livre. Peut-être que tu allais en parler d'ailleurs Non, j'avais pas noté autre chose, mais vas-y. pour ceux à qui la BD de Marion Montaigne n'aura pas fait peur. Vous pouvez aller vous procurer le livre de Tim Peake, qui est l'astronaute européen d'origine britannique, qui lui aussi a écrit un livre sur comment se préparer pour être astronaute. D'accord, ok. Non, je connaissais pas ce livre-là. Donc écoute, Voilà, qui est sorti récemment. je vais peut-être m'y diriger aussi, ouais. Enfin bon, après c'est des très bons exemples de personnes. Là, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui l'a vécu lui-même qui raconte la chose. Absolument. Donc bon, même si Marion Montaigne a eu beaucoup d'échanges avec Thomas Pesquet pour que ça soit, certes c'est de la fiction, mais que ça soit le plus possible basé sur la réalité de ce qu'il a vécu, je pense que c'est une autre vision de la chose dans le livre de Tim Peake. Ouais. Donc allez vous le procurer. Si c'est un livre ou c'est une BD aussi? C'est un livre.
Oui, c'est pas un roman, mais c'est un livre manuscrit. Il n'y a pas Oui. d'image particulière, quoi. Je l'ai pas ouvert, il y a peut-être des images, mais Ah, Je l'ai- mais c'est j'en fais ça. quand même la promotion. S'il n'y a pas d'image, je suis pour dans la merde, hein. c'est ce que j'allais dire, mais espérons qu'il y ait des images pour Thomas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, voilà, il y a plein d'autres choses dont on pourrait discuter. Mais en fait, je pense, parce on a très peu parlé au final, bon, parce qu'on s'est basé sur l'actualité, mais on a très peu parlé de la formation qui vient après la sélection. Parce qu'une fois que vous êtes pris dans les 6 derniers, il va falloir après se former pour pouvoir aller dans l'espace. Mais je pense que on y reviendra, on se garde ce sujet et on y reviendra parce qu'il y a Ouais. beaucoup, beaucoup de choses à dire dans une autre émission. Mais sachez que vous pouvez toujours candidater, même si l'émission est diffusée plus tard, on le sait, mais il y aura encore plus d'un mois pour candidater, même par pur plaisir et par pure fantaisie. Allez-y, je pense que ça peut faire rire des gens que de lire vos candidatures, tant qu'elles restent bien sûr respectueuses. Et puis ça n'empêche pas de rêver, hein, Thomas, même si on n'est pas pris dans des petits boulots dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, c'est pas pour autant qu'on peut pas se faire un petit peu rêver et envoyer quelque chose de relativement sérieux à l'ESA. Et si c'est de la passion, ça peut toujours passer, qui sait quoi. Donc bon, je pense qu'on détaillera le reste dans une autre émission. J'ai été très content, c'était déjà très instructif de discuter de ce sujet-là avec vous. Je sais pas comment vous l'avez ressenti. Que du bonheur. Pour moi, c'était un absolu plaisir. Quelle ovation, j'ai envie de dire. Non, mais c'est toujours une très très belle ambiance avec vous, les gars. Écoutez, on se retrouve logiquement dans 2 semaines. Si c'est pas le cas, on vous tiendra bien entendu au courant en fonction de nos calendriers respectifs. Mais ça nous fait toujours autant plaisir de faire cette émission déjà entre nous et de la partager avec vous toutes et tous. Le matin, le midi et le soir, comme dirait Thomas. Et puis, je pense qu'on se retrouve à la prochaine émission et puis qu'on vous fait plein de bisous comme d'habitude. Eh bien, une très bonne soirée à vous et à la prochaine. Et à bientôt tout le monde. Bisous.